Bonsoir, donc merci d'être restés pour cette rencontre. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir donc Frédéric Lordon pour qu'on ne présente plus, enfin en tout cas économiste et sociologue, directeur de recherche au CNRS et notamment membre des économistes atterrés, qui a eu amateur de théâtre, qui a écrit une pièce de théâtre maintenant assez célèbre sur la question de l'économie, le grand retournement. Et auteur d'un livre autour des croyances et des passions du capitalisme qui, du coup, a beaucoup inspiré l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, donc François Bégodeau et Benoît Lambert, écrivain, critique littéraire et scénariste, et directeur du CDN de Besançon. Dijon. De Dijon. C'est vrai, on va aller avec Besançon. Donc, on va laisser libre cours à cette discussion. A priori, il y a matière. Merci à vous. Moi, la seule chose que je trouve à dire spontanément, c'est, alors, mis à part le fait que je ne suis pas sociologue, mais c'est-à-dire moi-même, je brouille les cartes, donc, mais je ne veux pas usurper d'une identité disciplinaire qui ne me revient pas. La seule chose que je trouve à dire spontanément, c'est que je trouve ma présence et mon intervention entièrement superfétatoire. Mais non, mais c'est vrai, la pièce parle d'elle-même magnifiquement. Et tout ce que je pourrais ajouter serait d'une certaine manière en retrait de ce que vous venez de voir, puisque ça consisterait à redire les mêmes choses, mais sous une forme dotée d'un moindre pouvoir d'affecter. Vous voyez, sous une forme emportant une moindre puissance sensible. Alors à quoi bon? Je sais pas. Bonne soirée à tous. Tu veux un micro qui marche? Comment ça se fait que ça marche pas? Non, moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien t'entendre, Frédéric, sur beaucoup de choses d'ailleurs, mais précisément le pouvoir d'affecter. Je t'ai déjà entendu parler de ça, disons, que pourraient avoir par exemple des objets esthétiques, hein, comme une pièce de théâtre ou un roman, ou une pièce telle que toi tu en avais écrit une. Est-ce que tu crois vraiment qu'il peut y avoir comme il y a un pouvoir d'affecter supérieur des objets esthétiques par opposition, en tout cas par rapport à des objets conceptuels, ceux que tu produis par exemple? Est-ce que tu le crois vraiment en fait? Parce que moi quand je te lis, je considère que ta langue, elle a aussi un pouvoir d'affecter très fort. Je veux dire, c'est pas du tout un retour de compliment, hein. C'est une vraie question. En quoi le théâtre par exemple, et cette pièce-là en particulier, mais pour toi une force sensible supérieure à ce que serait un texte purement conceptuel? Alors moi, ce qui me le fait croire, c'est mon vieux copain Spinoza, hein, qui a un de ces adages foudroyants qui nous ôte toute illusion quant au pouvoir des idées. Ce qui n'est pas la même chose que le pouvoir des textes, hein, j'entends bien. Et qui nous dit ceci: la connaissance vraie du bien et du mal ne saurait réprimer aucun affect en tant qu'elle est une connaissance vraie, mais seulement en tant qu'elle est un affect, ajoute-t-il. Alors oui, c'est ça, les connaissances en tant qu'elles sont des connaissances, les idées en tant qu'elles sont des idées, considérées sérieusement, c'est-à-dire dans leur nature purement idéale. Les idées idéales n'ont rigoureusement aucun pouvoir. On le sait parfaitement d'ailleurs, hein. Il nous arrive d'avoir des idées vraies et que rien ne s'en suive quant à la modification de nos désirs, de nos mouvements de corps, etc. etc. Par exemple, je suppose qu'il y en a beaucoup ici qui doivent savoir de connaissances vraies, par exemple, que fumer tue, mais que ça ne suffit pas à empêcher de fumer. Bon, ça viendra peut-être, mais plus tard, etc. Et sous le coup d'autre chose que l'idée idéale de la mortalité du tabagisme. Bon, voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle, mais ça c'est quelque chose que Bourdieu avait très bien vu aussi, hein, encore une fois, sous la clause de prendre au sérieux les idées dans leur nature purement idéale, on ne saurait dire en aucun cas que les idées mènent le monde. Ça c'est une illusion qu'entretiennent de manière intéressés sur leur propre compte les petits producteurs d'idées que sont les universitaires, les éditorialistes, les experts, etc. etc. Bon. Pour qu'il se passe quelque chose dans un corps qui le détermine à faire quelque chose de nouveau, il faut une affection, c'est-à-dire il faut un pouvoir sensible. Alors oui, la question est celle de savoir
savoir dans quelle forme on va enfermer les idées, ou plutôt de quelle manière on va les véhiculer, sachant que nécessairement le véhicule concret des idées sera par soi une puissance affectante. Et en effet, il n'est pas exclu, a priori, qu'un texte puisse être doté du pouvoir d'affecter. Et ce pouvoir d'affecter, en matière de texte, il reçoit son nom propre, qu'on appelle le style. Bon, alors, on le sait bien, hein, on a tous été, je suppose, ici, émus par des lectures. Bon, si on a été émus par des lectures, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans le texte même qui excédait le pur contenu idéal du texte. Et ce quelque chose de supplémentaire, hein, ce supplément affectant qui nous a fait quelque chose, c'était le style, c'était la présence de l'auteur. Et on sait bien que les grands auteurs sont des grands stylistes. Enfin, il suffit d'avoir lu une fois du Foucault, du Deleuze, du Bourdieu, etc., ou votre auteur de prédilection, quel qu'il soit d'ailleurs, pour s'en souvenir. Mais bon, le propre du théâtre, c'est que là, pour le coup, l'interaction de corps à corps est immédiate. Enfin, il y a quand même une puissance, visuelle propre qui, à mon avis, est à même de produire des effets supérieurs. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours considéré qu'il fallait jouer à fond le jeu des hybridations entre les contenus de connaissances et les divers supports sensibles qu'ils étaient susceptibles d'emprunter, et que, particulièrement dans une situation telle que la nôtre, tous les moyens sont bons. Donc la scène, la BD, la photo, le documentaire, ce que vous voulez. Le théâtre en particulier. Moi, je pense que il y a là-dessus, il me semble que ce que peut être, peut-être indépendamment du théâtre en tant que tel d'ailleurs, mais ce qu'on a essayé de faire dans cette pièce, par exemple, mais ce que peut faire, je pense, la littérature aussi, au même titre, là, en oubliant ce dont tu parlais, qui est évidemment fondamental au théâtre, à savoir la présence, quoi, hein, le rapport des corps au corps, mais c'est nous, on a essayé de passer par des récits. C'est évidemment c'est ça la valeur ajoutée, ou alors l'autre valeur qu'on essaie d'apporter. Alors, est-ce que tu crois aussi que ça peut... Je sais que dans tes textes, par exemple, tu fais mention parfois, dans tes différents textes que je vais appeler théoriques pour aller vite, de cas. Il y a des cas, mais finalement, tu as assez peu recours à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas souvenir de pages de toi qui s'arrêtent longuement sur un cas, par exemple individuel, pour rendre compte de ce qui me semble un sujet très, très au cœur de ton travail, à savoir comment est-ce qu'on peut changer, enfin, comment est-ce qu'on peut être affecté différemment, ce qui est vraiment au cœur de ce qu'on a essayé de faire avec Benoît. Et tu n'y as pas recours. Tu as recours parfois oralement, je crois, comme ça, incidemment, mais alors que je crois que tu pourrais le faire. Tu en aurais la capacité, au même titre que nous, je dirais. Tu lis dans mes pensées, c'est un peu flippant, hein, mais voilà. Alors, je pense que c'est ce qui est urgemment à faire, et c'est ce que j'ai très envie de faire. Alors évidemment, comme je suis quasiment seul à faire tourner ma petite boutique, là, tu vois, sur la question des affects en politique, en sciences sociales, en tout cas dans cette perspective spinoziste qui est la mienne. Je suis au four, au moulin, mais je ne peux pas être partout. Mais en réalité, il y a un projet qui me travaille depuis très longtemps et qui consisterait à faire ce qu'on pourrait appeler la clinique passionnelle des situations particulières. C'est-à-dire, voilà, exactement ce que tu viens de dire. Prendre un cas. Alors évidemment, les récits de conversion, ça c'est magnifique. Prendre un cas et le décortiquer soigneusement dans les coordonnées de la théorie. Alors ça vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et je dois dire que c'est pour ça que l'invitation à participer à cette discussion après votre pièce m'a particulièrement touché. Parce que s'il y a une clinique passionnelle que j'aimerais conduire, c'est bien autour des récits de conversion. Ça m'a toujours semblé une chose absolument extraordinaire. Puis ça rencontre vraiment une des idées les plus fondamentales de la philosophie spinoziste, qui est d'ailleurs une idée assez commune en vérité, alors que Spinoza exprime à sa façon, consistant à dire les modes sont modifiables. Les modes, c'est les choses, hein, et en particulier, il y a le mode humain, il y a la chose humaine. Alors cette chose est éminemment modifiable, ce qui évidemment disqualifie d'un coup toutes les idées de nature humaine essentialisées, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas parler de nature humaine, mais dans d'autres termes. Bon, c'est une digression secondaire, mais peu importe. Mais voilà, saisir des cas de modification radicale. Ah, oui, alors ça, effectivement, c'est formidable. Qu'est-ce qui se passe quand une bifurcation est négociée? Et alors, si je suis sensible à ce thème, si je suis sensible à ce que raconte votre pièce,
Évidemment, c'est pour une part, je peux bien l'avouer, pour des raisons projectives. C'est parce que, ayant fait moi-même l'expérience de la bifurcation, je suis sensible au récit de bifurcation. Et alors, pour ne rien vous cacher, il se trouve qu'en tant que prof, je récupère, alors vraiment, je récupère tous les moutons à cinq pattes, hein, tous les égarés. J'ai plein de personnes qui sortent ou qui sont à HEC, à Centrale, mais qui sont vos bons hommes. Hein. Sauf que, alors ça c'est un signe d'époque peut-être. Voilà, le signe d'époque, c'est que eux n'ont pas besoin d'avoir traversé toute la merdouille. Donc ils en ont déjà l'idée, hein, ils en ont déjà l'imagination, et ça les détermine précocement à désirer autre chose. Alors ça c'est formidable. Moi, c'est mon dada. Hein. Si vous voulez, il faut se rendre sensible aux signaux faibles. Et le propre des conjonctures critiques, c'est que les signaux faibles se mettent à abonder. Et il y en a partout. Alors, voilà, votre pièce est un signal faible, c'est-à-dire un signal très important. Je pense que le propre de la période, c'est que, alors là, il y aurait vraiment beaucoup de quoi dire, hein, c'est que la fraction des cadres est en train de se décrocher. Alors, je veux dire, si ça va au bout, là, il peut se passer des trucs, hein, pour de vrai. Et quand on a travaillé avec François, et c'est assez troublant d'ailleurs que tu sois là, parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de ton travail. Tu étais même dans la pièce. Finalement, on a enlevé. Il y avait un texte de Frédéric Lordon dans cette pièce. Il n'y avait pas un rôle pour toi. Il y avait des extraits Ouais. de toi. Il y avait même des commentaires sur ton corps écrits par François Bégodeau. Tu en parleras avec lui tout à l'heure au bar. Non, la question qui nous animait avec François, en tout cas, il y a une chose que dit François, et moi je vous entends tous les deux, et j'aimerais bien que vous entendiez sur cette question. François disait, mais je n'y crois pas, moi, à cette histoire qu'on change. C'est pas vrai, on ne change pas. Enfin, il y avait une thématique comme ça qui faisait que moi, je lui avais apporté cette idée de ces des cadres qui se convertissent, qui viennent raconter leur conversion. Et François avait mis beaucoup de résistance, même dans le texte, et il y en a encore, François, à cette idée. Donc, c'est quoi changer de mode? Enfin, j'aimerais bien que François en dise un mot de ça, s'il en est OK, et que tu puisses répondre éventuellement. C'est vrai que ça a été l'objet de beaucoup de discussions, parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a, alors c'est ce qui nous renverrait peut-être à ce que tu maintenais, Frédéric, de l'idée d'une nature. Mais je sais bien, je connais bien le grand problème lié à cette notion-là. J'ai quand même toujours l'impression qu'il y a un foncier qui s'est constitué assez vite et sur lequel on ne reviendra pas. Alors, c'est pour ça que on s'est mis à l'aise, Benoît et moi, là-dessus, avec cette histoire, en allant au bout de l'idée de conversion, en la prenant au pied de la lettre, c'est-à-dire en la raccordant au paradigme théologique, parce que c'était une façon finalement de ne pas régler le problème, enfin de le contourner. C'est-à-dire que là où j'avais encore un peu des doutes sur le fait qu'il puisse y avoir, disons, une conversion dans une logique de matérialité pure, hein, la conversion transcendantale, disons, ou transcendante, résolvait un peu le problème, quoi. C'est un peu le principe d'ironie de la pièce, en quelque sorte. Quoi, ça, en hyperbolisant la conversion, j'avais l'impression que ça la rendait plus crédible, entre guillemets. Mais je maintiens que, bien sûr, il peut y avoir des modulations, pour reprendre un vocabulaire péri-spinoziste. Mais si tu prends, par exemple, tes moutons à cinq pattes, là, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire, à ton avis, parce qu'on le constate tous, qu'effectivement il y a une espèce comme ça il y a des arrivages de cadres comme ça, plus ou moins dépressifs, enfin disons, traversés par un doute, et donc allant par exemple écouter Frédéric Lordon, ce qu'il n'aurait pas fait il y a 20 ans peut-être, disons à conditionnement égal. Alors qu'est-ce qui leur a foutu une cinquième patte, quoi. Enfin en tout cas retirer une patte, le mouton, non, cinquième, le mouton a quatre pattes à la base, non. Est-ce que c'est une donnée objective du réel, c'est-à-dire une certaine situation économique et sociale, ou des mentalités, ou est-ce que c'est dans leur part? Est-ce que je sais que comme prof, on ne voit pas forcément les parcours subjectifs, c'est compliqué, on n'a pas des rapports très intimes. Est-ce que tu crois que c'est à chaque fois des parcours individuels dans une situation donnée, ou est-ce que c'est vraiment une situation objective qui crée ça? Moi, j'ai tendance à penser que toutes choses égales par ailleurs, et toutes les choses égales par ailleurs étant évidemment la variété des complexions auxquelles on a affaire, l'ensemble des trajectoires est quand même surdéterminé par la conjoncture macro-sociale et macroéconomique d'ensemble. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont divergé. Là, tes gars, ils ont bifurqué, mais ils n'auraient pas suivi la même trajectoire dans d'autres circonstances. Ça, j'en suis intimement persuadé, parce que
nous avons tous quelque part nos points d'intolérable. Et ce sont les événements extérieurs qui ont le pouvoir de nous les faire franchir ou pas. Et puis alors, sachant que le fait de vivre dans un régime odieux peut avoir aussi tendance à déplacer nos normes du tolérable et de l'intolérable. Donc c'est une espèce de compétition entre les mouvements des seuils critiques de chacun, les événements extérieurs susceptibles de les faire passer ou non, etc., etc. Mais moi, je reste persuadé. Alors bien sûr, je dois dire que résiduellement, j'ai le même fond de doute que toi. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a quand même pas des choses que finalement, qui feront la permanence, disons très simplement, d'un caractère, d'un tempérament, etc. Moi, j'aime beaucoup le concept de pli, pas du tout en un sens leibnizien, au sens commun du terme. On prend des plis, on prend des mauvais plis, etc. Bon, voilà. Alors, il est certain, ça on le sait bien, que les tout premiers plis sont les plus durables. C'est les plis invétérés, ceux qu'on défera le plus difficilement, si on peut jamais les défaire, d'ailleurs. Bon. Alors, ce que je crois, par contre, c'est que voilà, une complexion, ça doit avoir quelque chose comme la structure d'un oignon, quoi. Donc, il y a des strates successives, les plus profondes ne bougeront pas. Mais si on remonte un peu vers la superficialité ou vers l'écorce, etc., les dispositions les plus fondamentales, celles qui sont peut-être invétérées, qui sont peut-être même invariantes, à mon avis, elles sont susceptibles d'être redéployées dans des régimes de désir et d'action très, très différents. Bon, alors... évidemment, là, le cas de redéploiement que je vais donner est un peu déprimant, mais on sait bien que il y a toute une série, d'imposteurs qui ont jadis été gauchistes et qui se sont reconvertis comme poissons dans l'eau, qui dans la publicité, le business, etc. Et moi, j'aime à penser que ce sont les mêmes dispositions fondamentales qui se sont redéployées. Et puis alors, il y a ceux qui sont restés fidèles à eux-mêmes, ça évidemment. Bon, alors eux, ils ont passé un mauvais moment dans les années 80 et 90, mais alors il faut leur rendre hommage de ce point de vue. Mais pour revenir à ta question, je crois quand même fondamentalement que l'époque y est pour quelque chose. L'époque produit des effets qui n'auraient pas été enregistrés il y a seulement 15 ans. Et que ceci est à mettre au compte d'une propriété extrêmement bizarre du capitalisme, en fait pas bizarre du tout, qui est une puissance potentiellement illimitée. Et une puissance illimitée jusqu'à l'aberration réflexive, c'est-à-dire jusqu'à cette profonde irrationalité qui l'a conduit en l'espèce, pour moi c'est le propre de l'époque, à en venir à attaquer sa propre base sociale. Les cadres sont sociologiquement la partie de la population la plus disposée à adhérer aux finalités, aux mots d'ordre du capitalisme, de l'entreprise, etc. Et le capitalisme pousse les curseurs tellement loin qu'il est en train de réussir à les dégoûter. Ce qui est quand même une performance considérable, je trouve. Il y a un parcours dans ce que j'ai essayé de réguler dans l'écriture, c'était des parcours, ce que j'appelle des modulations intrinsèques, c'est-à-dire par exemple ce qui arrive à Luc, qui est celui qui est plutôt issu du prolétariat, le mauvais à l'école, etc., le vendeur, le commercial. C'est à l'intérieur de ses propres affects que, disons qu'un même affect de conquérant se retourne contre lui-même à partir du moment où il voit que la conquête est limitée, parce que pour des raisons de classe, je veux dire, bêtement, tout le monde a bien compris l'affaire. Il y a un seul, je dirais, parcours dont je pourrais dire qu'il a un stimulus extrinsèque, et c'est celui auquel je crois le moins, ce qui ne m'a pas empêché de l'écrire, et on était d'accord avec Benoît pour le rigoler, c'est celui de Madeleine, la multidiplômée, etc. Bon, on voit bien que ce qui s'est passé avec Lehman, par exemple, puisqu'on reprend ce climax-là, ce point de cristallisation-là, d'ailleurs elle le dit bien, c'est pas les images en elles-mêmes dans la pièce, elle dit pas que c'est pas les images de Lehman qui ont fait ça, c'est les images plus un certain stade de son développement personnel, plus la métaphore avec tonton Gérard, enfin, il y a tout un système comme ça d'analogie. C'est surtout le tonton, en fait, qu'il a plus que l'image de Lehman. Ouais. Elle le dit bien, d'ailleurs, les images en elles-mêmes. Et de fait, tu sais mieux que moi à quel point, alors pour ces leaders-là d'opinion, la crise de 2007-2008, absolument rien n'a changé. Ça ne les a pas du tout affectés d'aucune manière. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont encore des gratifications dans le système, à l'inverse des gens que tu étais en train de décrire, à savoir ceux que le capitalisme est en train de trahir objectivement, ou est-ce que c'est parce que ces gens sont absolument imbougeables, indépendamment d'une situation objective qui est quand même une espèce de fiasco de toute leur théorie?
Ah oui, mais alors évidemment, là, il faut prendre les différentes catégories. Il y en a qui sont inamovibles, enfin imbougeables, immuables, et qui finiront en liquette au milieu des ruines fumantes et qui n'auront toujours rien compris. Mais ça, c'est vrai. Hein. Bon, il y en aura des comme ça, c'est certain. Maintenant, en effet, je serais prêt à te rejoindre, c'est-à-dire, si on descend un peu dans la hiérarchie du capitalisme, je pense qu'il est peu de cadres ou de cadres supérieurs qui aient directement pris l'impact des images telles que celles de Lehman Brothers pour les convertir en un changement de trajectoire personnelle. En revanche, ce que je crois, c'est que cet événement-là a créé un climat d'ensemble qui a cheminé dans les esprits et qui n'en finit pas d'ailleurs de faire son travail. Et un climat de quoi ? C'est très simple, un climat de scandale. Je pense que vraiment d'immenses fractions de la population ont été sensibles à ce scandale, qui à lui seul ne suffit pas à déterminer quelque chose, mais les bifurcations personnelles, c'est des catalyses complexes. Hein. Ça fait concourir toute une série de facteurs, et en particulier des facteurs tout à fait globaux qui surdéterminent la représentation qu'on se fait des choses, du monde, de soi dans le monde, etc. Et puis au bout d'un moment, la catalyse se fait à la faveur d'un événement fortuit, mais qui a la vertu de tout précipiter d'un coup. Bon, voilà. Mais je pense que la crise financière de 2007-2008 a été un ébranlement imaginaire collectif dont on n'a pas fini de prendre la mesure. Et ça continue de travailler. Tu le vois à quel symptôme? Je ne suis pas en désaccord avec toi, je voudrais juste que tu précises. Hein, je le vois simplement à une multitude de symptômes. C'est ce dont je te parlais, les signaux faibles, mes moutons à 5 pattes, une pièce comme la vôtre, et puis plein de petites choses. Alors c'est très pointilliste hein, comme tableau, mais au bout d'un moment, quand il y a suffisamment de points, ça fait une image. Hein. Bon. Alors moi j'aime bien être aux aguets de tous ces petits points. Moi, des témoignages, je me souviens d'avoir eu des récits de témoignages de cadres supérieurs qui faisaient défection. Alors évidemment, c'était des témoignages isolés, mais c'était très très impressionnant. Je me souviens d'une émission de Là-bas si j'y suis où un très haut cadre d'une très grande entreprise avouait que lui, il avait passé son point d'intolérable au moment où on lui avait fait faire le plan social de trop. Voilà, le plan de licenciement de trop. Celui qui n'était justifié par rien d'autre que de remonter de 12 à 15% le taux de rentabilité des capitaux propres. Et que ça, s'était pas passé. Et il avait tout lâché d'un coup. Je me souviens d'un témoignage pendant la campagne de 2012, là encore d'un cadre supérieur d'une grande entreprise, de nouveau, qui faisait son coming out mélenchonien. Alors à l'époque, c'était pire qu'une maladie vénérienne. Hein. Enfin, bon, ça n'a pas beaucoup changé depuis, mais enfin, je vois dans l'opinion éditocratique, c'était ça. Hein. Et qui racontait exactement ce que vous dites, quoi. C'est la submersion par le sentiment de la déréliction, d'une absurdité complète, et même, alors le pire, d'une absurdité du point de vue même de la grammaire interne de l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise autophage, hein, le capitalisme autophage, puisqu'on en est au stade autophage du capitalisme. L'entreprise qui a poussé si loin la logique de l'entreprise qu'elle finit par attenter gravement à ses propres finalités, à ses propres intérêts. C'est-à-dire, là c'est le point de retournement paradoxal, où lorsque vous passez un seuil dans la rationalité d'entreprise, vous détruisez la rationalité d'entreprise. Je ne parle même pas de l'attentat massif aux autres rationalités ou aux autres formes de lien social, etc. Bon, et ça, c'était extrêmement impressionnant. Dernière anecdote, puisque j'ai rien d'autre à te livrer. La première nuit de Nuit debout, place de la République, sur le coup de 3h30 du matin, je croise un cadre supérieur de Cisco Systems. Énorme entreprise multinationale qui vous fait tous les tuyaux transocéaniques de l'Internet. Hein. C'est pas une saboterie de province, hein. C'est pas exactement une PME. Et le gars était là, à 3h30 du matin, racontant qu'il avait posé une RTT, parce que sinon, ça se serait vu. Et il était là, en train de zoner à une heure où, quand même, on commençait beaucoup à être entre punk à chien et djembé, quoi. Hein, tu vois, soyons honnêtes.
Et j'ai trouvé que ça disait aussi quelque chose. Ça veut dire que les cas que tu envisagerais dans un travail à venir d'étudier, cliniquement, disais-tu, ça serait ces cas-là, ça serait des cadres supérieurs? Ah oui, c'est cette race-là que tu veux... Oui, évidemment, évidemment. Quand c'est les endurcis de la croyance, chez qui on voit la croyance s'effondrer, parce que c'est exactement comme ça qu'il faut présenter la chose, hein, c'est vraiment des affaires de croyance. Ça, c'est quand même des événements extrêmement spectaculaires, spectaculaires. C'est des Pentecôtes, hein, des trucs pareils. Donc forcément, on est très impressionné. On pourrait peut-être laisser la parole à la salle, je crois. C'était un peu, je ne sais pas s'il y a un truc qui traîne, qui tourne. Bonsoir et merci. C'est un petit peu j'aimerais bien que vous m'aidiez à sortir d'un certain désarroi que cette pièce a évoqué aussi. Notamment, je me suis dit au début, la métaphore télévisuelle et biblique dans la mise en scène et dans le texte, je me suis dit, merde, en fait, c'est cynique. Je me suis un peu demandé à quel endroit on se situait. Et puis à la fin, avec la question de Gabriel, je me suis dit, voilà, le cynisme verbalisé, où va-t-on? Et puis rien. Et ça m'a rappelé donc un article d'un journaliste américain qui avait théorisé cette catégorie sociale en UCs, qui est donc la catégorie, enfin ça a été, c'est une sorte de héritier des yuppies des années 90, Young Urban Professional et des hipsters, et qui serait cette nouvelle race typique post-2008 de Young Urban Creative, qui seraient des jeunes gens ayant fait HEC, etc., vivant dans des quartiers gentrifiés, et qui auraient tout quitté de la banque et de tout ça, pour dire que ça ne sont pas quelques moutons à cinq pattes, ou ça n'est pas si pointilliste que ça, en fait. C'est déjà catégorisé ainsi, mais qui, justement, et la question se pose là, c'est, ils ont tout quitté, mais sans renoncer à une chose, c'est le revenu. C'est-à-dire ce sont des gens qui ont quitté la banque et la finance, mais pour ouvrir des boîtes de bière artisanale ou de je ne sais quoi, mais sans renoncer à leur niveau de vie. Et je crois que la question est là, et du coup c'était la question de Gabriel, et donc j'aimerais bien qu'on se demande, et surtout que mon véritable désarroi, c'est que je ne connaissais pas cette catégorie sociale, que je l'ai apprise par une vendeuse visuelle merchandiser de chez H&M. C'est-à-dire que elle en savait déjà beaucoup plus que moi, elle était en train déjà de concevoir une vitrine qui s'adresserait à eux. Ça, c'est à eux de répondre. Non, mais moi, j'aime beaucoup votre question. Merci. Elle est bien. En plus, elle est... D'abord, oui, bien sûr. Enfin, heureusement qu'on tient ouverte cette question. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas basculé, malgré tout. Ça me fait plaisir d'entendre Frédéric et son tableau pointilliste. J'espère qu'on rajoutera un maximum de points sur le tableau pour que ça finisse par faire une image. Mais l'image, elle est quand même pas encore totalement constituée. Et la capacité de récupération infinie aussi, et ça on pourrait lui renvoyer la question, c'est la capacité de digestion infinie du capitalisme et de retourner sans arrêt sa contradiction pour en refaire par exemple de la marchandise. Enfin, vous venez de le raconter merveilleusement, donc ça c'est super. Et donc oui, je crois qu'avec François on voulait garder un point de scepticisme aussi dans notre affaire tout du long, c'est-à-dire que tout le monde puisse se dire, mais au fond, alors je dis un point de scepticisme, j'espère pas un point de cynisme, mais un point de scepticisme, oui évidemment, c'est-à-dire qu'on va quand même pas nous faire reprendre trop vite des vessies pour des lanternes non plus, donc on sera méfiant, enfin on restera méfiant, et puis quand on essaye de fuir un truc, on peut toujours trouver tout ce qu'on fuit au bout du chemin de la fuite, donc ça c'est sûr. Donc oui, je crois, puis François en dira un mot, restons un peu sceptiques, mais j'espère pas ni cyniques, ni ricanants sur l'impossibilité de la transformation, on essaye quand même de raconter sincèrement leur conversion. En même temps, et là je vais contester aussi ce que vous dites, et plaider un peu pour ma propre paroisse délabrée. Ils font pas de la bière artisanale, hein, c'est pas Michel et Augustin, hein, ils n'ont pas inventé un modèle productif qui leur permettrait de... Il y avait un mot à la fin que finalement j'ai demandé un peu par pudeur à François d'enlever, mais que lui il avait écrit, et ce mot c'était intermittent du spectacle. Alors franchement, les revenus d'un cadre sub comparés à ceux d'un intermittent du spectacle, il n'y a pas photo, quoi. Donc c'est-à-dire, si on imaginait la vraie histoire, c'est-à-dire que ces gens, ce serait une bande de cadres qui se serait dit on fait quoi maintenant ? On va essayer de survivre dans le théâtre subventionné, comme on pourra, on va essayer de faire nos 507 heures,
et de, bah déjà, franchement, en termes de choc sur les revenus, ce serait un beau progrès, quoi, parce que c'est quand même pas du tout les mêmes. Donc à la question de la fin, de dire, ah mais oui, mais ils vendent une BD, ouais, à 16 euros. Pourquoi? Parce qu'elle en aura coûté 14 à faire, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'ils sont sans doute pas dans une solution pure, mais en revanche, comme modèle de profit, c'est quand même fragile, hein, ça n'a rien à voir avec ce que devait être leur revenu. Donc là-dessus, il y a une espèce de point de réalisme assez bête qui était de se dire, non mais ils ont... Bon, et puis allez, on va pas raconter tous nos vies, mais biographiquement, ça pourrait même renvoyer à certaines des personnes qui étaient là ou là, je sais pas. Donc c'est aussi des choix. Et ils ont bien quitté un truc pour une forme de précarité ou par exemple de salaire socialisé, puisque c'est ça qu'on a défendu aussi dans l'intermittence. Alors voilà, on avait ce débat là, il y a 3 jours, quelqu'un dit oui mais l'intermittence c'est ultralibéral, c'est flexible. Oui, bien sûr, sauf si on se dit, bah, sauf peut-être c'est le début d'une socialisation du salaire. Enfin, plus il y aura des parties socialisées dans les salaires, plus ce sera progressiste. Donc tout ça est quand même incertain, mais je ne suis pas sûr qu'à la fin, ils aient inventé une super machine à cash. En tout cas, je peux en témoigner ici, le théâtre public comme machine à cash, voilà. Bon. J'ajoute juste un petit mot avant de vous laisser la parole, madame. Il y avait aussi, chez nous, je pense, le désir de ne pas laisser croire que la pièce résoudrait tout, parce que, évidemment, de toute façon, personne n'était véritablement disposé à croire. Mais paradoxalement, j'aurais trouvé un peu facile. C'était assez facile pour nous de concevoir et pour moi d'écrire un quart d'heure de plus où on aurait été un peu réglo sur ce qu'ils deviennent après, où on aurait en gros incarné ce que vient de dire Benoît. Et par exemple, en travaillant sur cette histoire d'intermittence comme modèle possible, c'était assez simple. Je ne suis pas sûr que ça aurait donné d'ailleurs des moments de théâtre extraordinairement exaltants. Ça aurait peut-être été là bêtement didactique. Donc c'était aussi à ce titre-là qu'on n'avait pas envie d'ajouter cette pastille-là. Enfin, cette conclusion-là, et c'est aussi, je pense, un réflexe un peu qu'on peut appeler brechtien comme ça rapidement, consiste toujours à dire que la solution se jouera hors champ, enfin, hors scène. Nous, on pose quelque chose, une impulsion, on essaie de décrire le plus honnêtement possible, et j'espère avec un peu d'intérêt certains parcours. Bon, à ma foi, après, ce qu'on a inventé, nous, collectivement, comme au-delà de, bah, à ma foi, je pense que là-dessus, on n'a pas besoin de la tutelle du théâtre pour le faire. Voilà, ça venait beaucoup de là. J'ajouterais aussi autre chose. C'est vrai qu'on est assez surpris avec Benoît depuis que la pièce tourne un peu. Plutôt content de la réception qu'elle rencontre. Mais c'est vrai qu'on entend pas mal ce mot de cynisme. Et vraiment, ce n'était pas du tout ce qui nous animait en faisant cette petite fin. C'était plus une façon décontractée de signifier aux spectateurs que nous n'étions pas dupes jusqu'au bout de ce que nous avions mis en œuvre. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'on n'était absolument pas dupes de ce qu'on avait mis en œuvre. C'était juste une petite, comme ça, un petit point de... Oui, le scepticisme, je crois que le mot est assez juste. Et je crois qu'il y a quelque chose que j'ai parfois constaté disons, dans les sphères contestataires qui me sont chères, c'est que parfois un certain purisme est à la fois très, enfin, comment dire, la radicalité structurelle, c'est pas forcément le purisme, quoi. Le purisme consiste toujours à dire oui, mais bon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une proposition, je dis pas que ce soit votre cas, madame, hein, j'extrapole, hein, mais oui, mais enfin quand même, on reste un peu marchand, quoi. Bah, enfin, prenons acte quand même de ce que nous avons été capables d'opérer comme déplacement déjà, comme petit déplacement, et essayons de penser le prolongement. Mais je crois qu'il y a parfois une espèce d'austérité parmi nous, et dont je suis moi-même sans doute le vecteur. Oui, moi ça c'est pas encore bien parce que quand même on voit bien qu'il reste des hiérarchies. Oh, mais ça c'est pas encore bien parce qu'il y a quand même encore un peu d'argent. Je crois qu'il faut qu'on s'habitue, je pense, enfin j'essaie en tout cas pour moi-même de le faire, à prendre acte des déplacements qui sont quand même déjà des gains exceptionnels. Donc je suis venue. Il y a une question là. Donc je suis venue il y a 2 jours et je reviens accompagnée. Donc, ça vaut adhésion, j'ai l'impression. Donc, voilà. On peut le dire. Oui, donc, je voudrais commencer par dire, avant de continuer tout à fait dans votre sujet, commencer par saluer la qualité, comme je l'ai fait il y a 2 jours, hein, la qualité artistique, quoi. C'est énorme. Moi, je suis dans le théâtre aussi, hein, je suis aussi metteur en scène, j'ai un petit théâtre, machin. Donc, c'est important de le signaler aussi, hein, que la réussite, elle n'est pas seulement ce qui est raconté, elle est comment c'est réalisé. Et toutes ces inventions de mise en scène et cette qualité de jeu, d'interaction entre les comédiens, c'est magnifique. Voilà. Je trouve que c'est important de le dire aussi, hein. Voilà. Donc, je voudrais dire,
finalement, en vous entendant dans les derniers développements grâce à la question très bonne de la dame de derrière, est-ce que, je vais dire le gros mot, la vraie Pentecôte, c'est-à-dire la vraie illumination de comment est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout du changement et de ce qui pourrait inaugurer vraiment une autre société, disons-le comme ça, est-ce que ce ne serait pas de se rendre compte que ce qui n'allait pas fondamentalement, c'est qu'on crée une entreprise pour faire des richesses avec ce que fait cette entreprise. Et tout ce qui est réalisé dans la manière d'embaucher, dans comment on conçoit le produit qu'on va faire, dans comment après on conçoit des baisses des gens qu'on vire, etc. Tout cela est d'abord avec l'objectif principal qui est qu'on s'enrichisse. Celui qui a créé l'entreprise, les actionnaires, etc. La vraie prise de conscience de la part de ceux qui ont créé ça, de la part du personnel, qui soit cadre ou autre, est-ce que ce n'est pas en ayant vécu complètement dans ce processus de se rendre compte de comment c'est complètement hors sol ce machin-là, de créer quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit même quelque chose qu'on cultive et qui va être destiné à être de la nourriture, que ce soit des services, etc., de le créer seulement pour les sous et pas pour le fait en quoi ça va servir les gens, ce qu'on fait. Est-ce que ce n'est pas une question élémentaire, ce machin-là? Et est-ce que ce qui changerait tout dans la société serait de dire on va reconnaître comme valide et comme valable seulement une entreprise dans laquelle il y a eu un ensemble de personnes représentatives complètement de la vie, de la vie sociale, qui va pouvoir juger est-ce que ce produit il est vraiment utile et est-ce qu'au bout de 3 ans, 10 ans, est-ce qu'il ne faut pas métamorphoser quelque chose, est-ce que ça correspond à un vrai besoin et est-ce que ça favorise la santé, le bien vivre, etc. Voilà, est-ce que ce n'est pas tout simplement ça la vraie réalisation jusqu'au bout? Et à ce moment-là, on n'est plus dans le processus marchand. À ce moment-là, on a une autre motivation, voilà, hein, pour créer quelque chose ou pour y participer. Et ça va de pair avec le fait du travail. On a parlé de ça il y a 2 jours aussi. Le fait de ne pas vouloir travailler pour avoir des sous, mais de vouloir travailler parce qu'on veut la faire, l'œuvre. Et qu'avoir des sous, c'est une autre question. Ça doit être par un autre bout de la société qu'on puisse avoir ces revenus d'existence. Et voilà. Ouais, enfin, je sais pas, ce serait intéressant que Frédéric réponde, parce que l'entreprise, je crois que justement, une de ses ruses, c'est bien de nous faire croire qu'elle n'est pas là que pour faire des sous, mais bien pour nous faire vivre bien. Enfin, elle nous propose, elle fait semblant de nous proposer aussi d'autres finalités. Enfin. Oui, alors il y a tellement de problèmes qui sont enfermés dans tout ce que vous avez dit, madame, on y passerait la nuit entière, il ne faut pas. Hein. Alors d'abord, moi je vous ségré de me décontracter un peu parce que je me suis un peu retenu pour pas avoir l'air de, vous voyez, de leur mouiller la compresse aux deux, mais moi aussi j'ai énormément aimé. Alors en vous répondant, vous voyez, l'air de rien, je dis le truc aussi. J'ai énormément aimé la représentation théâtrale qui nous a été donné. Bon, alors ceci étant dit, quant au fond de votre question, malheureusement, la promesse de l'enrichissement monétaire n'est pas du tout hors sol. C'est l'exact contraire. Elle envoie des racines très très profondes dans le sol. Je veux dire, c'est un régime de désir. Et ce régime de désir, pour en sortir, croyez-moi, c'est pas une affaire de prise de conscience. Alors ça, c'est ma déformation intellectuelle spinoziste, hein, pour le coup, qui je crois condamne assez sévèrement à l'impuissance les stratégies politiques qui sont souvent, du coup, en réalité, ils sont souvent partagés dans certains milieux intellectuels de gauche ayant une propension à universaliser la particularité de leur complexion intellectuelle, etc., et qui pensent que l'histoire fonctionne à la prise de conscience. Et moi, je crois absolument pas. Il peut y avoir des prises de conscience, mais d'ici à ce qu'elles soient dotées d'un pouvoir d'embrayer sur quoi que ce soit, alors c'est l'histoire de oui, bon, on peut avoir conscience que fumais-tu, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est que alors, il faudrait discuter conceptuellement sur le terme, mais peu importe, je vais l'utiliser par facilité. La profondeur de nos aliénations marchandes est gigantesque.
et que c'est une, si vous voulez, c'est bien par là que le capitalisme nous tient. Et il ne va pas nous lâcher de sitôt. Hein. Vous savez, il suffirait de faire le compte de qui a un smartphone dans la poche ici. Ben, ça serait vite vu. Hein. Voilà, et qui a une voiture, qui a une télévision à écran plat, etc. Ça serait très très vite vu. C'est la raison pour laquelle les plaidoyers pour la frugalité n'ont aucune chance de constituer de soutenir une trajectoire politique quelconque, même si ils sont indispensables. Moi, je les trouve ridicules et en même temps, je les trouve indispensables. Parce que précisément, ça fait partie intégrante du travail que la société fait sur elle-même pour commencer à se désintoxiquer. Et les premières phases de la cure de désintoxication condamnent ceux qui la mènent le plus activement à une forme de ridicule. Bon, mais c'est un ridicule admirable, politiquement parlant. Voilà, donc il y a cette tension-là. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut jouer une partie du régime de désir capitaliste contre l'autre. Alors, et effectivement, il y a quelque chose de particulier qui se passe dans l'entreprise. Vous comprenez, lorsque, par exemple, le capitalisme trouve une ressource d'une puissance incroyable dans une certaine configuration anthropologique qu'on appelle l'individualisme. Et ça, voilà, les choses sont là. C'est une configuration qui s'est formée depuis des siècles et qui est là, qui n'est pas prête de passer, hein, pas prête de passer du tout, du tout. Bon, qu'est-ce qu'on peut en tirer qui fasse levier contre le capitalisme? C'est précisément ce qui se passe dans l'entreprise hors de la compensation monétaire, c'est-à-dire une vie privée de sens, et puis alors pas seulement privée de sens, hein, de plus en plus une vie de maltraitance, une vie passée dans la peur, une vie passée à expérimenter le chantage à la survie matérielle, une vie finalement, une vie de chien. Si vous voulez, la partie de cette configuration anthropologique qu'on appelle l'individualisme, elle peut être sensible à un message aussi simple que « on vous fait mener une vie de chien ». Ça prend, ça. Alors, il va y avoir un conflit entre lâcher la vie de chien et lâcher l'iPhone 8. Vous voyez, c'est dans cette tension-là que ça va se jouer. Mais ce qui est bien certain, c'est que du côté de la vie de chien, le capitalisme appuie sur l'accélérateur continuellement. Donc là, il creuse sa propre tombe, hein, d'une certaine manière. En tout cas, c'est de ce côté-là qu'on le fera tomber. Et ceci, en effet, alors même que, par ailleurs, il ne cesse de raconter des histoires, et pas seulement de raconter des histoires, en tout cas pour certaines fractions du salariat, sur le bonheur qu'est la vie en entreprise. C'est ça la chose qui est très intéressante. Alors c'est ce qui nous est raconté de manière extrêmement frappante dans la pièce. Hein. C'est cette particularité du néolibéralisme à faire marcher certains salariés, parce que pour d'autres, je veux dire là c'est sans espoir, mais à faire marcher certaines catégories de salariés à la joie. Vous voyez, le capitalisme néolibéral a pour propriété de fabriquer des assujettis heureux, enfin qui croient l'être, ou à qui on explique qu'il faut qu'ils le soient, etc. Et qui le croient dans une certaine mesure. Alors, au bout d'un moment, ce qui est très intéressant, c'est que ce régime passionnel du salariat est devenu, en fait, extrêmement ambivalent et même contradictoire. Parce qu'on ne peut pas vous raconter que la vie au travail, c'est la vraie vie, que se réaliser dans la vie, c'est se réaliser au travail, et en même temps vous faire vivre comme un chien. Là, à un moment, ça va, si vous voulez, quelque chose va disjoncter. Et c'est ce qui se passe de plus en plus. Et c'est bien ça ce qui se joue dans le phénomène de la conversion des cadres. Parce que ce sont ceux qui ont le plus marché vous voyez, dans ce discours-là de la vie heureuse au travail, la vie heureuse en entreprise. Et quand la promesse est brisée, alors là, évidemment, c'est des vies entières qui sont sur le point de s'écrouler. Bon, alors là, c'est là qu'est le levier archimédien, pour moi. Il faut jouer une partie de la configuration individualiste contre l'autre. Et le capitalisme néolibéral nous en offre la possibilité. Mais ça ne passera pas, si vous voulez, si c'est simplement par abandonner vos désirs d'enrichissement, ça ne se fera pas si vite, quoi. J'en ai peur. Bonsoir. J'ai eu beaucoup de plaisir à regarder cette pièce, je voulais simplement le souligner. J'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment, vraiment très chouettes. Et j'avais une question plus précise et peut-être hors de ce sol-là pour Frédéric. J'avais eu l'occasion, suite à ce livre il me semble auquel vous faites en partie référence là, il s'appelle Capitalisme, désir et servitude, qui est une pure merveille, de voir, je vous remercie d'avoir écrit cette œuvre, de voir une pièce de théâtre qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Bienvenue dans l'angle alpha,
Et je voulais savoir si vous l'aviez vu vous-même. Ah oui, bien sûr. Et ce que vous en pensiez. Ah bah, moi, mon jugement est entièrement distordu et partial, donc il n'a aucune valeur, mais je peux le dire quand même. Et évidemment, je ne pouvais que savoir immensément gré à Judith Bernard d'avoir fait cet effort inouï de convertir un texte qui n'était absolument pas conçu pour la représentation théâtrale en représentation théâtrale. C'est-à-dire de faire précisément cet effort de rendre sensibles les idées. Vous voyez, c'est de mêler une esthétique à une noétique. Alors ça évidemment, je pouvais, en tant qu'auteur, comment aurais-je pu ne pas être profondément touché par une démarche pareille? Merci. Bonsoir, je vous félicite pour la pièce tout d'abord que j'ai beaucoup aimée et que j'ai trouvée très intelligente aussi. J'ai une question qui par contre ne l'est pas trop, mais ma curiosité a été plus forte. Je voulais savoir si... Alors, est-ce que le personnage de Simon a été physiquement pensé pour ressembler à un candidat de droite ou est-ce que c'est moi qui me fais des idées? On est plusieurs à l'avoir eu. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on a fait le casting. On a cherché un sosie de François Fillon. On l'a trouvé, d'ailleurs, c'est son métier. Il est sosie de François Fillon. D'ailleurs, il a fait un des 2 débats de la primaire, c'était lui. Parce que des fois, Fillon est fatigué. Voilà. Non, mais c'est stupéfiant. C'est stupéfiant et en même temps, ça m'emmerde pour Emmanuel Vérité, qui est un comédien qu'on adore et qui a beaucoup travaillé avec Benoît et qui vaut tellement mieux que ça. Non mais c'est vraiment, il faut quand même raconter cette histoire-là parce qu'elle est. La seule chose qu'on a rajouté, c'est qu'on a rajouté la Sarthe à la fin tellement le truc devenait énorme. Mais Fillon a commencé à exister pendant qu'on répétait. Il n'existait pas avant. C'est très sérieux cette chose-là. Nous, on a créé la pièce le 3 novembre. Je ne sais plus quelles étaient les dates de la primaire, mais nous, on a commencé. Ce type n'existait pas, quoi. Enfin voilà. Et nous, on n'avait pas, rien prémédité d'aucune sorte. Enfin, je veux dire. Je pense que si Fillon n'avait pas gagné, Emmanuel ne lui ressemblerait pas. Vraiment. Donc une chose est montée comme ça, et c'est simplement parce qu'il a saturé l'imaginaire général à un moment donné que une très vague ressemblance a tout à coup pris et même a été questionnée comme une chose préméditée. Mais ça, c'est vraiment troublant, la façon dont ça s'est passé, parce que non, on n'y a pas du tout pensé. Et sincèrement, Fillon perdait la primaire et il lui ressemblait plus du tout. Peut-être du coup c'était lui qui ressemblait à Sarkozy ou je sais pas. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour le plaisir apporté à moi et sûrement beaucoup d'autres. Quand j'écoutais cette histoire de conversion ou de retournement, comme était un petit peu votre pièce, Frédéric Lordon, comme ça fait à plusieurs reprises, c'est revenu, de parler de conversion des cadres ou de Pentecôte comme ça. J'ai bien l'impression que le capitalisme, quand même, est assez fort, est assez puissant, et que si jamais vous aviez l'ambition de faire une clinique comme ça, il ne faudrait pas hésiter à parler de la conversion des ouvriers, conversion des employés, conversion des précaires. Je pense que ça serait pas... Voilà, je pense qu'il faut rééquilibrer de ce côté-là aussi. Voilà. Et puis je vais finir par une question simple. Je pensais à l'oncle Gérard ou Tonton Gérard, oui. Tonton Gérard. Et la lutte des classes dans tout ça. Je dirais je suis pour. Moi aussi, a priori. Ouais. Frédéric, pas trop contre. Ouais. Moyen contre. Vous avez eu l'impression que c'était un motif qui était absent de la pièce, J'ai l'impression que sur cette histoire d'épiphanie ou de conversion, et là c'est un petit peu encore retransmis dans la discussion, j'ai l'impression que ce serait le cadre supérieur qui serait le vecteur de la transformation, d'accord ? Et j'ai l'impression que cette dimension-là, et là je ne parlais pas de votre pièce, que cette dimension-là, que au niveau des affects,
ben, malheureusement, celui qui a peu est affecté aussi par l'iPhone ou par plein d'écrans plats et d'autres choses, et que c'était un petit peu négligé dans l'allusion. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout par rapport à la pièce, mais par rapport à la discussion qu'on avait un petit peu là, qu'on entendait. Voilà, c'est tout. Hein. Autrement, tout va bien. Merci beaucoup. Hein, alors. Non, mais je vais juste dire deux petites choses par rapport à ça. La première, c'est qu'un motif qui nous obsédait un peu avec François quand on a eu cette idée, alors c'est un peu orthogonal à ce que vous venez de dire, mais quand même, c'était que le modèle qui nous faisait fantasmer, parce qu'en même temps, on en rêve, quoi, de voir, je sais pas, c'est ce que disait François, on pourrait imaginer sur BFM TV, quoi, les mecs viendraient chialer en disant pardon, c'est totalement vautré, c'est pas ça qu'il fallait faire, mais spontanément, quoi, pas forcément parce qu'on leur demanderait de rembourser des milliards parce qu'ils ont trafiqué, je sais pas quoi. Non, mais tu connais ce livre qui a été fait par une fille d'HEC qui dit j'ai fait HEC et je m'excuse. Ah, c'est pas mal ça. Mais donc il y avait ça, mais le modèle qu'on avait aussi nous, c'était ce qu'on a infligé, je sais pas comment il faudrait le dire, mais justement aux militants communistes en leur demandant après la chute du mur de venir défiler pour s'excuser. Enfin, il y avait une espèce de sommation comme ça à venir. Donc bon, voilà, c'était pour dire qu'il y avait un parallèle qui là nous intéressait. Et non, évidemment, j'entends bien, ce ne serait pas la conversion des cadres qui serait le moteur de l'histoire. Je ne pense pas forcément que c'est ce que la pièce voulait dire. En revanche, la croyance très forte des cadres à la vertu globale de l'organisation capitaliste de la société est très clairement, malgré tout, un frein à sa transformation. Je ne dis pas que leur conversion suffira à quoi que ce soit, mais en revanche, pour qu'un système tienne, il a besoin de chiens de garde, quoi, ou de capots, ou de choses comme ça. Si les capots commencent à douter, ça affaiblit quand même globalement le dispositif général. Parce que, alors je sais pas, peut-être que les ouvriers ou les employés, ils ont moins besoin de se convertir, parce qu'eux, ils sont simplement à l'endroit où ils ne font pas beaucoup d'illusions. Ils ont peut-être un peu une adhésion moins enthousiaste à l'organisation du travail et de la production que voilà, c'est cela. Et puis aussi, dans la question du théâtre politique qu'on se posait parfois avec François, la représentation des victimes ou la représentation de ceux qui subissent est récurrente, et on se trouvait, nous, qu'on ne parlait pas beaucoup de cela, et qu'on avait besoin aussi un peu de... je ne sais pas, François, ce que tu en dirais, mais de se défouler un peu. Comme toi, j'ajouterais juste... si jamais on se repenchait à l'avenir, tous les deux ensemble ou séparément, sur les dominés, appelons-les comme ça, sur la classe ouvrière, sur le prolétariat, sur les classes populaires, m'intéresserait davantage, parce que je suis assez d'accord avec Benoît, de ce point de vue-là, j'ai l'impression que on ne trouve pas beaucoup de croyants, en tout cas pas tels que ces gens-là, ceux qu'on a peints ce soir, bon, ce ne serait pas exactement le même régime de croyance, quoi. Alors il y aurait la croyance, l'adhésion à la marchandise, il y aurait l'adhésion, bon, chose qu'a un peu décrit tout à l'heure Frédéric. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus actuellement sur les classes populaires, et ce qui me semble la question posée à des gens qu'on va appeler de gauche, c'est qu'il me semble qu'il y a une captation de contestation qui est au travail, une captation de contestation. Et pas simplement le Front National. Moi, je sens bien une énergie contestataire, je sens bien que pas mal de membres des classes populaires sont arrivés au seuil d'intolérable, au point d'intolérable dont parlait Frédéric tout à l'heure. En tout cas, objectivement, dans les conditions qui leur sont faites, ils vivent leur vie comme étant une vie de chien. Et donc émergent chez eux des affects contestataires, enfin en tout cas des pulsions contestataires, lesquelles sont captées. Elles ne sont pas orientées exactement vers, disons, des paradigmes révolutionnaires ou, disons, émancipateurs, tels que, bon, on peut les concevoir, par exemple, à gauche. Alors c'est ça qui m'intéresse, moi. Et je pense que c'est encore des luttes d'affect, ça. Ça, je crois que... je ne sais pas ce que toi t'en dirais, Frédéric, mais il me semble que c'est ça le sujet. Et on peut être très spinozien, c'est encore quelque chose qui pourrait être saisi avec la langue de Spinoza. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette captation d'affect, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette captation d'affect contestataire ? Comment se fait-il que ça s'embranche vers là et pas vers là, quoi ? Je résiste à la tentation de plonger directement dans la question que tu poses pour revenir à celle que vous formuliez, monsieur. D'abord, pour m'associer aux réponses de Benoît et de François, et pour dire que, si vous voulez, de mon point de vue, la conversion des cadres revêt un intérêt particulier parce que elle a la puissance de l'argument a fortiori.
lorsque les oblats du système se mettent à lâcher prise, c'est que vraiment quelque chose ne va pas bien dans le système. Et quand je dis dans les oblats, il faudrait même presque dire les clercs. Si vous voulez, si, je ne sais pas, si la curie romaine se termine au casino, ou, vous voyez, c'est qu'il y a un truc à lâcher, quoi. Bon. Et là, c'est quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se passer. Donc, encore une fois, c'est pour la beauté de l'argument a fortiori. Maintenant, vous posez la question... finalement, alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Où est la force d'entraînement véritable d'une dynamique de transformation politique et de dépassement ou de bousculement du capitalisme? Bon. Et quelle place y tiennent les classes populaires? Alors, c'est une question qui est moins simple qu'il n'y paraît. Alors pour le coup, hein, s'il y a bien, alors c'est la classe maltraitée majuscule, ça c'est absolument évident. Donc c'est celle que, dans l'expérience de la vie au travail, c'est celle pour laquelle les attachements au travail, enfin au travail capitaliste, sont les plus faibles. Ça c'est tout à fait certain. Les attachements au travail tout court, c'est autre chose. Hein. Bon. Donc c'est celle qui est évidemment la plus susceptible, historiquement, depuis le début du capitalisme, qui est en tête lorsqu'il s'agit de faire sécession. Bon, de ce point de vue. Mais par ailleurs, vous voyez, il faudrait avoir un tableau passionnel extrêmement contrasté de où on est, de où en sont les classes ouvrières. Parce que par ailleurs, il n'est pas certain que les attachements de ces classes sociales-là à la marchandise et à son imaginaire propre soient bien moindres que dans le restant de la société. Moi, je vais vous dire, j'ai toujours été marqué dans ma lecture de Germinal par un personnage qui est tout à fait secondaire, mais qui, à mon avis, revêt une importance centrale dans la pensée de la dynamique politique du capitalisme. Ce personnage, c'est celui qu'une ironie rétrospective fait goûter le patronyme, puisqu'il s'appelle Souvarine. Souvarine, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'anarchiste qui va saboter le cuvelage et il va s'en suivre ce que vous savez à la fin, quoi. Bon. Et Souvarine s'adresse à l'entier et à ses copains et leur dit la chose suivante, il les toise avec un mépris souverain et il leur dit « mais vous ne voulez pas en finir avec le capitalisme, vous voulez devenir des bourgeois. C'est pas pareil. » Ah, c'est une sacrée ligne de partage, hein, ça. Et en effet, cet attachement à la marchandise capitaliste produit cet effet aussi dans les classes populaires. C'est-à-dire nourrissant non pas le désir d'un devenir post-capitaliste, mais le désir d'un devenir confortable, d'un devenir bourgeois, etc. Donc, je veux dire, si on regarde les choses en essayant de ne pas se raconter des histoires, il faut aussi compter avec ça. Bon, donc vous voyez, tout ça est très compliqué. Et comme toujours, quand il s'agit d'opérer, pour ainsi dire, un ripage global du régime de désir, il ne s'agit pas de fermer quelque chose d'un côté sans proposer une solution de substitution ailleurs, une solution de substitution qui peut être de quelle nature? Ah bah alors oui, alors de la nature de celle que vous disiez, madame, tout à l'heure, c'est-à-dire un régime de désir qui soit restructuré autour d'autres valeurs que l'enrichissement proprement pécuniaire et matériel, avec la satisfaction investie dans le travail, pour l'utilité sociale, à supposer qu'on puisse la définir convenablement des biens produits, etc., etc., pour la maîtrise collective du processus de production, chose fondamentale, hein, je veux dire. Chose fondamentale, ça c'est vraiment... là, s'il y a un désir à activer, et s'il y a des affects à activer, assez rapidement d'ailleurs, c'est de ce côté. Bon, moi, il se trouve que j'ai revu pour, je ne sais pas, la 3e ou la 4e fois, il n'y a pas longtemps, le film sur l'IP. Ah, mais c'est un bonheur, ce truc, hein. C'est un bonheur, hein. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Bon, alors ça, voilà, ça donne c'est des solutions désirantes, ça. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai 25 ans et du coup, je me dis, je crois que je suis en train de contribuer à aussi créer quelque chose de différent. Mais du coup, comment est-ce que dans 60 ans, je ne vais pas me repentir de ce que j'aurais contribué à créer? Et comment ne pas avoir une croyance, ne pas créer une nouvelle croyance, en fait? D'abord, dans 60 ans, vous ne serez pas à la retraite. Hein. Vous serez encore en train de travailler. Vous aurez 40-85 ans. Donc déjà, il faut le savoir. Ah, mais vous aurez une croyance, car on ne sort pas du monde de la croyance.
Vous aurez des adhésions passionnelles à un certain type de désir, et ça s'appelle des croyances. Donc on ne vit pas hors des croyances, il n'y a pas de vie hors de la croyance, ou alors si, mais ça s'appelle la béatitude spinozienne. On connaît très peu d'individus que c'est concerné concrètement. Si l'on en croit Alexandre Matron, le pape du commentaire spinoziste en France, on en a répertorié 2, le Christ et Spinoza. Bon, vous voyez, donc c'est pas des modèles aisément généralisables. Bon, alors pour le reste de la population, comme vous, comme nous, etc., il n'y a pas d'extérieur à la croyance, comme il n'y a pas d'extérieur aux normes, il n'y a pas d'extérieur aux valeurs, etc. Alors maintenant, vous faites l'expression d'une inquiétude axiologique fondamentale, hein, mais dont personne ne pourra jamais vous délivrer, si ce n'est la société collectivement. Voilà, c'est ça. C'est la société collectivement, si vous voulez, la société est une source de réassurance axiologique. Vous voyez ? On désire les mêmes choses pour se conforter mutuellement dans l'idée que c'est la bonne chose à désirer. Alors après, des fois, ça tangue. Hein. Bon, on désire la marchandise, puis au bout d'un moment, on se dit « Ah, c'est des conneries de vivre dans la marchandise », ou on désire le travail salarié, mais c'est pas drôle. Donc, parce que, tout simplement, comme jadis, des gens s'entretenaient mutuellement dans le désir du salut, ou dans le désir de la croisade, ou vous voyez, bon. Donc c'est la société qui... c'est Bourdieu qui a des phrases magnifiques à la fin des méditations pascaliennes où il parle de l'homme, cet être sans raison d'être, et qui ne trouve de raison d'être que par la société. Une vision très durkheimienne qui exprimait la Bourdieu, mais que je crois profondément juste. Bon, alors maintenant, c'est vrai que, mis à part les réassurances collectives qui vous viennent de la société tout entière, l'angoisse axiologique, elle n'est jamais définitivement... elle n'est jamais susceptible de tranquillisation définitive. C'est-à-dire, c'est la vie même, quoi. Vous voyez ? Vous jouez votre existence et vous dites « je vais l'orienter dans telle direction ». Mais il y aura toujours au fond de votre tête un doute et quelque chose qui vous travaillera un peu et qui vous fera dire « mais dans 60 ans, quand mon existence sera passée, est-ce que j'aurai misé sur le bon cheval ?» C'est pas moi qui vais vous soulager, hein. Bonsoir, oui, merci beaucoup pour ce spectacle qui m'a, moi, touché particulièrement. Et je voulais vous interroger sur, en fait, la pudeur que vous avez eue à travailler sur, finalement, ce sur quoi ouvre quand même cette conversion. Donc moi, je travaille sur des terrains similaires, mais à partir des réflexions de René Girard, et je suis frappé que pour ce qui le concerne, justement, le point de rupture est finalement le point où, à partir duquel l'œuvre s'écrit. Et au fond, à partir duquel le mensonge est démasqué. Et je pense que je regrette, moi, beaucoup que vous ayez fait cette impasse. Parce qu'au fond, c'est quand même à partir de là que la difficulté naît. Voilà. Donc je voulais avoir un début de réponse par rapport à ça. Moi, je ne peux pas vous laisser dire que c'est à partir de là que la difficulté naît, parce qu'il me semblait que ce qu'on tramait là, dans cette pièce suffisait déjà à notre peine. Hein. Essayer d'être juste, par exemple, sur ces parcours-là, bon, c'est pas rien, quoi. Ça demande un peu d'observation, de concentration, de documentation, occasionnellement. Essayer d'affronter cette question de la conversion. Comment ça peut marcher comme ça, une modulation. Essayer de réfléchir à des situations qui peuvent être comme ça, alors non pas des prises de conscience, mais plutôt effectivement des petites torsions métaboliques, enfin, voilà, comme c'est un peu dit dans la pièce, et tout ça, ça passe un peu par le corps. Bon. Ça nous paraissait déjà beaucoup de choses. Et il nous semblait avec Benoît que dans l'ensemble, alors on ne voit pas tout, mais au théâtre, en littérature, au cinéma, la façon dont on trouve
trouve beaucoup de films, de livres, de pièces qui abordent cette question-là, la question du capitalisme, la question des rapports de production, la question de la vie que ça nous fait mener, etc. On en a vu beaucoup, il n'y a pas pénurie de ce point de vue-là. Quelque chose manquait, pour nous en tout cas, c'était quand même d'aller voir de près du côté des affects du capitalisme, du côté de sa puissance. Alors ça, c'est vrai que c'était très largement, adossé à des lectures qu'on pouvait faire des travaux de Frédéric, mais pas seulement. Il y avait tout un tas d'autres choses qui nous incitaient à aller vers là, parce que nous semblait que c'était assez peu fait finalement, assez peu fait d'aller au bout de la réflexion de Marx sur le libéralisme, sur le capitalisme. Savoir que Marx commence par là quand même. C'est une grande admiration pour le capitalisme, la grande admiration pour sa force destructrice, et notamment de destruction du patriarcat, du féodalisme, etc. Et sa force, effectivement, on ne peut être que d'abord, il faut d'abord prendre la mesure de l'ennemi, pour le dire en termes guerriers. Cette mesure-là nous paraissait pas assez faite dans les objets esthétiques. Savoir qu'est-ce qui fait que ça nous tient depuis si longtemps et que ça dure envers et contre quand même les désastres que ça produit un peu partout sur la planète, et les désarrois, les désagréments, les mécontentements, etc. Il nous semblait que c'était quand même, ça suffisait presque à faire une pièce, si vous voulez. Alors après, on s'est aussi demandé comment est-ce qu'on pouvait en sortir, ce qui est encore autre chose. Alors de là à savoir, d'imaginer quel pourrait être effectivement le mode d'organisation collective véritable qui serait le dépassement. J'ai dit tout à l'heure pourquoi ça m'intéressait moins. J'aurais aussi tendance à dire que là-dessus, le réel est quand même aussi suffisamment inventif pour le coup. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont en train de s'inventer, beaucoup de choses se sont toujours inventées, beaucoup de choses se sont pensées, se sont imaginées selon qu'elles aient été produites par des objets philosophiques ou par des objets esthétiques. On a quand même, moi il me semble que c'est jamais véritablement, contrairement à vous là pour le coup, la question de savoir ce qu'on fera après qui me paraît non seulement la plus urgente mais la plus difficile. J'ai toujours l'impression aussi, ça c'est mon côté aussi ranciérien, c'est-à-dire que laissons le peuple inventer le peuple qu'il veut être, là-dessus. Ça nous semblait, pour le dire, je suis trop long, peut-être presque tomber justement dans ce qu'on avait absolument voulu éviter dans l'écriture et dans la conception générale de cette pièce, savoir ce qu'on appelle le surplomb. Parce que là, du coup, ça aurait été quelque chose du genre, écoutez mes petits, c'est ça qu'il faut faire. Il y aurait eu comme une ambiance un peu comme ça, si on avait ajouté, encore une fois, cette fameuse dernière demi-heure qui serait plus prospective. Et ça, vraiment, c'est pas d'abord une question de tempérament, on a un peu de mal avec le surplomb en général avec Benoît, mais ça nous intéressait moins. Il me semble que vous avez, sur ces questions-là, une documentation, mais qui est d'une profusion. C'est quand même incroyable, tout ce qui s'est écrit depuis, on va dire, 200 ans, mais je pourrais élargir la temporalité, sur les alternatives possibles. Je veux dire, là-dessus, il me semble que c'est pas les idées qui manquent. Et en fait, l'autre truc aussi, qu'en fait, François, il l'a déjà fait, il n'aime pas faire deux fois le même truc. Et la troisième partie de la politesse, c'est une des très belles uchronies qui a été écrite pour moi ces dernières années. Et je vous invite à la lire, où il fait ça. C'est-à-dire, mais je pense en plus que le roman est vachement plus juste comme forme pour faire ça que le théâtre. Je ne sais pas comment le théâtre nous aurait fait faire ça. Et donc voilà, les je sais pas, 50 dernières pages de la politesse, c'est ça. Ce sera comment après. Et voilà. 18,50 € aux éditions Verticales. Mais le prix est libre. Il faut s'arrêter. Oui, sans doute. Il faut s'arrêter même. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci à vous.